Du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Demain commence l'apocalypse. Après, les zombies vont attaquer. C'est toujours la même histoire. Méfiez-vous. Le dossier santé numérique va être déployé samedi 9 mai, 4 heures du matin, en Mauricie et centre du Québec et dans le nord de Montréal. Et il y a des médecins qui sont inquiets pour leurs patients. Il y a des patients qui sont inquiets pour eux-mêmes. Certains disent que les hôpitaux ne sont pas prêts. Et on apprend aujourd'hui qu'il y aura un coût d'exploitation de 100 millions de dollars par année, ajouté aux 408 millions pour remplacer 41 systèmes. Avec nous, elle est doctorante et chercheuse spécialisée en audit de la transformation numérique, Stéphanie Vallée. Madame Vallée, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Bonjour, merci d'être avec nous. Expliquez-nous, quelle est votre formation? Avant que vous veniez nous dire que ça va être l'enfer, ça va être l'apocalypse, venez nous dire comment, pour qu'on vous connaisse, là, quelle est votre expertise? Bon, mon expertise, moi, c'est la mesure de l'avancement de la transformation numérique au sein des organisations, quelles qu'elles soient. Les entreprises, les institutions gouvernementales, les organismes à but non lucratif. Moi, je me passionne dans la mesure de l'avancement de la transformation numérique, mais pas seulement que du côté technocentré. Ça veut dire combien qu'on aurait, par exemple, de systèmes dans une organisation. Je vais regarder tous les autres critères qui permettent de voir est-ce que ça peut tenir la route. Un peu à la manière, finalement, d'un médecin. Quand on va le voir, puis qu'on lui dit, par exemple, j'ai mal à un coude, à un genou, et puis j'ai mal dans le bas du dos, ben le médecin, avec le nombre de symptômes qu'il a entendus, il est en mesure de dire vers quoi ça tend, mais il va chercher à comprendre davantage pour établir un vrai diagnostic. Alors moi, c'est ça mon travail. J'étudie dans la mesure de l'avancement de la transformation numérique sur tous les aspects d'une organisation. Et je comprends que Santé Québec vous a pas appelé. Pas encore. Pas encore, OK, peut-être. Hein? Donc, ce dossier santé numérique, Mme Vallée, selon vos critères, là, ça s'oriente comment? Ben, je pense que Santé numérique, comme d'autres organismes à l'heure actuelle au gouvernement, fonctionne encore avec l'ancien paradigme technocentré. Puis là, je veux absolument pas jeter le blâme aux individus qui sont en place et qui travaillent très fort pour mettre ça en œuvre. Le problème, c'est qu'au Canada, ou on peut dire comme ça, mais au Québec plus particulièrement, on s'est pas doté encore de cadres qui viennent nous dire comment faire les choses d'une manière précise à l'interne en matière d'utilisation des technologies et de développement de technologies. Puis ça, ce que ça fait, c'est que chacun est comme tributaire des grandes firmes à cause de ça, parce que ces firmes-là comprennent les cadres, justement, on va dire le savoir-faire. OK, je vous arrête, parce que je veux qu'on comprenne là, dans ce que je comprends là. Ceux et celles qui passent les commandes connaissent pas ça et se fient aux grandes firmes informatiques pour savoir quoi commander, mais ils deviennent otages de leurs propres clients. Là. Vous avez tout compris. Ça augure pas bien. Ben, c'est ça. Donc, disons qu'on a eu une posture passive depuis l'avènement des technologies dans les années 70. On l'a vu arriver, donc, au moment où est-ce que même culturellement, on acceptait tout ce qui arrivait des États-Unis. La nourriture, la musique, les modes, on a tout pris d'eux. Là, maintenant, là, on est en 2026. Là. Il y a le premier quart du 21e siècle qui vient d'être franchi, puis on commence à réaliser qu'on est des colons du numérique, puis qu'on n'a pas changé notre posture. À contrario, les Chinois, où j'ai passé quand même 10 ans de ma vie à travailler dans le domaine de l'innovation, justement auprès des grandes firmes du Fortune 100, 500, les startups aussi d'Alibaba, les licornes chinoises qu'on dit, bien, eux, ils ont déjà vu la vague. C'était au début des années 2010, puis ils ont commencé à travailler leurs propres solutions pour ne pas que Microsoft entre et que toutes les solutions technologiques, même celles de l'Allemagne, arrivent et prennent les données chinoises qui valent beaucoup d'argent. Donc, ils ont compris ça, eux. Nous, au Québec, on commence à sentir cette sensibilité-là, surtout à cause des rapports tendus qu'on a maintenant avec les États-Unis et du Cloud Act. Mais si je me réfère, puis j'essaie de comprendre, Stéphanie Vallée, je me réfère à SACLIC, là. On s'est fait arnaquer, on dit que ça va, la vérificatrice générale parle d'1 milliard 100 millions, là, ce que ça va coûter, peut-être à peu près le double de ce que ça aurait dû coûter. Mais on fait encore affaire aux mêmes firmes d'informatique.
Oui, parce que on n'a pas établi, on va dire, une infrastructure québécoise qui nous permettrait de gérer notre transformation numérique à la manière dont on a géré, par exemple, la sensibilité par rapport à l'avancement d'autres langues sur le français au Québec. Vous savez qu'au Québec, on a l'Office québécois de la langue française. Toute situation n'étant pas parfaite, il reste que l'Office québécois de la langue française protège quand même notre bien culturel et identitaire qui est la langue. Donc, si on avait un modèle équivalent, puis c'est ce que j'ai proposé aussi à la Commission Galland, un office québécois de la transformation numérique durable, son rôle serait justement d'établir la norme, d'aller voir les cadres existants que maîtrisent les firmes à 3 lettres et de les mettre justement dans l'État et déterminer à ce moment-là, disons, en ratio de pertinence, dans quelle mesure on se conforme, selon qu'on est un ministère, un organisme à but non lucratif, qu'on soit, par exemple, une sous-division opérationnelle, par exemple, justement, chez SACLIC. Donc, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas encore réalisé que ces cadres-là sont internationaux. On les trouve sur Internet comme la recette de pain aux bananes et que il y en a plusieurs. Il faut les superposer et il faut justement des gens compétents qui se posent la question. On les organise comment ces cadres-là? Et je pense que à l'heure actuelle, si je peux me permettre, j'ai des signaux qui me permettent de croire que le gouvernement en place est en train de se poser ces questions-là. OK, mais là, ce que je retiens, là, c'est que les gens qui passent, puis je mets pas des mots dans votre bouche, parce que les gens qui passent la commande savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est la première affaire. Fait que tu peux te faire enfirouaper bien facilement. Mais je nuancerais ce propos, par contre, parce que les personnes en place, supposément, là, selon ce que je peux savoir, ont une feuille de route quand même en matière de transformation numérique. Le problème, c'est que vu qu'on n'a pas créé, nous, à l'interne, au sein du gouvernement et des institutions publiques, une montée capacitaire, c'est-à-dire, on n'a pas donné les clés aux employés qui travaillent avec les différents publics, on leur a pas donné les clés pour pouvoir donner des commentaires sur les produits-services qu'on offre, puis les améliorer de façon incrémentale. Donc, petit à petit, toujours penser amélioration continue. Mais là, vous parlez de la base vers le haut. Totalement. Donc, on doit faire justement ce changement de paradigme. La transformation numérique, et je peux vous le dire pour l'avoir vu fonctionner à vitesse grand V en Chine, la raison pour laquelle ça a fonctionné si bien, c'est un alignement complet en partant du bas vers le haut. Notre problème, c'est qu'on a gardé le paradigme du 20e siècle, on fonctionne du haut vers le bas. OK. Là, on s'entend, faut passer du fax au numérique. On n'a pas le choix, là. Hein? Plus que ça. Le fax au numérique, là, je vous dirais, le fax, moi, j'ai pas de problème qu'il soit là de façon complémentaire à d'autres opérations. Je pense que l'analogue et le numérique peuvent se côtoyer, là. Ce n'est pas un absolu, mais il faut que ce soit cohérent et que ce soit également utile. Il faut toujours penser que ce qu'on offre dans le numérique, est-ce que ça sert le citoyen ultimement de manière durable? OK. Soyons juste précis, Mme Vallée. Là, on annonce demain, il va y avoir le passage là, de l'analogue au numérique, puis là, on craint... Mais ce que je comprends pas, puis moi je vous le dis là, je suis un cabochon là. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on est obligé de passer complètement au numérique. Pourquoi il n'y a pas une transition avec un plan B là, tu sais, d'essayer le numérique, mais de pouvoir se reporter sur l'analogue si ça fonctionne pas, pour éviter les catastrophes. J'aime beaucoup votre question, M. Dutrisac, parce que vous faites précisément référence à ce que je développe ici dans mon champ de recherche, ce qui est une échelle de maturité numérique. Donc, je l'expliquais hier, j'étais dans un colloque à l'Université Laval, à la faculté de droit, qui portait justement sur les implications du numérique avec le droit. Et j'expliquais ce modèle de maturité numérique. C'est comme un peu l'état d'avancement d'un enfant dans sa croissance. On va dire, par exemple, de 0 à 3 mois, il se passe telle affaire. On va dire de 1 an à 3 ans, il se passe telle autre affaire. Puis les compétences se développent au fur et à mesure. On peut pas demander à un enfant de 6 ans, par exemple, de se comporter de la manière d'un enfant de 12 ans. Bon. Alors, dans la transformation numérique, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'une organisation va évoluer de façon incrémentale d'un niveau de 0, nous qu'on a établi de 0, qui est en traditionnel, jusqu'à 5, qui est le niveau optimal, top numérique, d'accord? Et là, à chaque niveau de maturité,
ses propres caractéristiques, avantages, inconvénients et ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'on avance en niveau de maturité, là, on devient de plus en plus apte à opérer avec des nouveaux systèmes. Là, en ce moment, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire passer l'aiguille de 0 à 4 d'un seul bond. Puis évidemment que ça peut pas tenir la route. C'est comme si on vous demandait de monter les marches 4 à la fois. OK. Je vais essayer d'y aller toujours là pour comprendre. Quand vous parlez d'un problème de sémantique, c'est quoi là? Ça, c'est important pour qu'on se comprenne quand on se parle? Oui, totalement. C'est parce que quand on regarde à la littératie numérique, qui est un des indicateurs de la maturité numérique, au même titre qu'un enfant. Là, on va regarder, par exemple, il a acquis combien de mots dans son vocabulaire à l'âge de 6 ans versus à l'âge de 12 ans. Est-ce qu'il y a un réel... Est-ce qu'il est dans les cadres normaux, finalement? Bon, ben en maturité numérique, on va regarder à la littératie numérique et on va pas la regarder seulement pour la personne qui est top gun en haut puis qui pilote le projet. La base doit également avoir une bonne littératie. Nous, selon nos recherches, puis on a fait quand même un sondage avec notre outil d'auto-audit de la maturité numérique PMO 5.0. Puis sur une centaine de répondants, on arrive à une littératie numérique qui atteint à peu près, je vous dirais, les 13-15%. Là. C'est vraiment très peu. Ça veut dire que les gens continuent de croire que le vocabulaire propre au numérique, c'est fait pour les geeks. Puis, éventuellement, eux, ils vont juste s'habituer à ça tranquillement, à leur manière. Mais tout le monde doit savoir parler des termes comme un CRM, un ERP, aussi doit connaître les enjeux avec l'usage de l'IA, les types de données aussi qu'on met. Il y a des données structurées, non structurées. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait pour les structurer? Parce que les employés de la base doivent faire ce travail. Ouais, mais vous parlez d'arrêter de dire projet, puis parler de produits et services. Expliquez-nous ce que vous voulez dire. Oui, donc c'est parce que en gestion des organisations, on va penser par exemple à la gestion de la transformation sous le paradigme de la gestion de projet des années, on va dire 80-90, avec des cadres là, qui nous dit on commence au point A, on termine au point Z, chacun est responsable de telle chose, puis quand on est rendu au point Z, c'est terminé. Le problème, c'est que la transformation numérique, c'est pas un cheminement linéaire, c'est un cheminement circulaire. Parce que la technologie évolue constamment, nos capacités aussi évoluent. Donc, on doit être capable d'envisager cette transformation-là d'une manière continue, avec des itérations. C'est pourquoi la base est essentielle, parce qu'elle voit l'interaction entre le produit-service et son public, puis elle doit pouvoir donner du feedback qu'on va immédiatement intégrer pour tester et voir si ça diminue les tensions et si ça augmente l'adhésion à ces produits et services dans le numérique. Et à un projet, il y a une fin. Alors que là, il n'y a pas de fin, là. C'est une évolution constante. Ben, je m'excuse de faire atterrir cette bombe en quelque sorte, là, mais oui, en effet, si ça coûte cher maintenant avec les firmes externes, ça n'a pas fini de coûter cher. C'est pour ça qu'on doit faire cette montée capacitaire, qu'on doit remonter nos bretelles, comme je pourrais dire, et puis se dire, ben tout le monde ensemble, on va se l'expliquer la transformation. Et c'est l'avantage justement de faire un processus d'auto-audit de la maturité numérique. Donc, pas un audit provenant d'une firme externe du Big Four. Vraiment un auto-audit à l'interne avec un cadre qui est percutant pour les employés. S'évaluer. Et que chacun puisse... Exactement. Et que chacun puisse se dire, bah tiens, moi je la vois comme ça, la transformation, toi tu la vois comme ça, d'après les indicateurs. Et la différence entre ces indicateurs pour des équipes, par exemple, une à côté de l'autre, va justement permettre on va dire, de bâtir le pont qui va justement offrir une meilleure compétence à tout le monde, meilleure connaissance, des fois aussi réduire des tensions, parce qu'on n'a pas toujours la bonne vision de la transformation numérique, et surtout, on se dégage de cette responsabilité en la donnant aux grandes firmes. OK, 2 dernières affaires. En Chine, vous avez passé 10 ans en Chine, là. Est-ce qu'il y a le concept de Top Gun, là, ce qu'on nous a vendu avec Santé Québec, là, Madame Biron, la Top Gun qui va arriver avec toutes les solutions à tous les problèmes. Vous pensez quoi de ça, vous? Ben, écoutez, moi, je suis pas tellement en faveur de ça, pour être honnête. Même moi, si je me faisais appeler comme ça, je serais pas à l'aise avec le terme.
parce que je vous dirais, premièrement, en Chine, pour répondre à votre question, là, la notion identitaire n'existe pas. Tout le monde n'est qu'un numéro en quelque sorte. Hein. C'est pas bien vu de ressortir du lot. On l'avait vu d'ailleurs avec Jack Ma, qui avait pris un peu trop de place et le parti l'avait replacé. Il avait disparu de l'espace public pendant quelques mois. Puis quand il est revenu, il filait assez doux, merci. Je vous dirais pas comment est-ce que ça a pu se passer pour lui. Mais nous ici, je pense que cette notion-là, Top Gun, est très axée sur le domaine peut-être sportif. Ou est-ce qu'on se dit, s'il est meilleur, il va faire gagner l'équipe, là, comme un... Excusez-moi, je suis de la vieille époque, là, mais comme un Wayne Gretzky, là, tu sais. Mais je pense que... mais le concept de sauveur, là, Top Gun va venir nous sauver. Ça, faut arrêter, il faut oublier ça. Là. Je veux dire, on n'est jamais plus fort que le plus faible de ses maillons. Et à l'heure actuelle, même s'il y a des gens très compétents au gouvernement qui connaissent la technologie, qui sont capables de l'expliquer entre eux, ils n'ont pas la vision, on va dire, transversale des implications de leur travail. On leur donne pas non plus nécessairement la voix pour exprimer ce qu'ils observent. Et puis, ça fait que ça peut juste aller dans une direction, c'est du haut vers le bas. Donc, il faut absolument valoriser la base et faire en sorte que tous les gens se parlent, s'expliquent, se comprennent sans interférence du politique. OK. Une minute, Stéphanie Vallée. Moi, je vous nomme Top Gun. Alors, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites là, demain matin là, pour qu'il y ait une transition numérique, que ça se fasse pas dans le chaos? La première des choses, je change mon titre. la deuxième, moi, ouais, c'est ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je créerais un organisme qui, j'ai dit dans mon rapport que j'ai déposé à la commission Galland, ils ont repris mes deux suggestions là. Bon, j'en ai 7, mais ils en ont repris 2. L'idée, c'est de dire je créerais un Office québécois de la transformation numérique durable parce que on connaît au Québec les apports de l'Office québécois de la langue française et la donnée aujourd'hui au même titre que la langue, c'est un enjeu identitaire. Donc ça, c'est la base. Ensuite, je créerais 2 penchants à ça. Il y aurait le SQI qui existe déjà, Service québécois des infrastructures, mais je le mettrais pour ISI, donc Information des systèmes informatiques. Donc les infrastructures, les informations et tout ce qui touche à l'informatique, ce serait là. Puis le dernier, ce sera un observatoire de la transformation numérique durable pour pouvoir parler avec les universités, que les universités collaborent dans le modèle et qu'ils amènent justement du sang neuf puis de la compétence qui est toujours à jour. Ça ferait un transfert de connaissances, en plus une possibilité d'embauche, et on aurait la possibilité avec un observatoire aussi de regarder ce qui se fait ailleurs dans d'autres pays. D'ailleurs, ça là, c'est un enjeu à l'heure actuelle. On pense qu'on est unique, on pense que que nous qui avons ce genre de problème, et chaque organisme a l'idée que son projet est unique. C'est un problème, il faut arrêter de se dire ça. On est déjà 15 ans en retard, tout le monde a tapé la traîne avant nous là. Eh ben, OK, donc une voie réservée pour le numérique. C'est quoi votre numéro de téléphone là qu'on puisse vous référer à Santé? Non, mais là je comprends que c'est pas juste Santé Québec là, c'est à l'horizontale dans tout le gouvernement du Québec là, il faut qu'il y ait quelqu'un quelque part qui soit en charge du numérique et qui sache de quoi il parle. On est d'accord. Mais je peux vous rassurer, j'ai des signaux comme quoi, à l'heure actuelle, le cabinet de la première ministre a compris ça. Également, au niveau du MCN, j'ai fait une intervention hier qui va servir pour un événement du 9 juin. Et ils ont très bien compris l'importance capacitaire et de l'auto-audit. J'ai l'impression là qu'il y a des bons signaux qui nous font croire qu'on devrait être capable de réorienter le paquebot là qui était parti dans la mauvaise direction. Ah, ça finit bien l'entrevue, ça, Mme Vallée, là, sur un peu d'espoir. Stéphanie Vallée, doctorante et chercheuse spécialisée en audit de la transformation numérique. Le numéro, c'est 1514. Non, c'est correct. J'espère qu'on va faire le suivi. Merci, Mme Vallée. À la prochaine. Je vous en prie. Au revoir.